Et bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président de la Commission des finances à l'Assemblée, député de l'Oise. Oui. Et ancien maire de Chantilly, c'est votre fief, Chantilly. Vos électeurs à Chantilly, quand ils ont su que vous quittiez LR et que vous rejoigniez Emmanuel Macron, ils ne vous ont pas envoyé des tomates, ils ne vous ont pas dit déserteur, traître? Alors j'ai reçu, pas évidemment de personnes de Chantilly, mais j'ai reçu beaucoup de courriers injurieux, d'injures très dures. Ton nom à consonance allemande, ce serait, on sait ce que tu aurais fait en 40, enfin, ce genre de choses, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de courriers de soutien. Signé, pas toujours anonymes, non, pas toujours anonymes. Et des électeurs. Mais des trucs sur Internet, on ne sait pas trop qui l'envoie. Enfin. Et puis beaucoup aussi de courriers ou de tweets, de messages de soutien et de compréhension, ou de gens disant bah, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous aime bien, ou je vous respecte. Et tout ça me va très bien, sauf les injures, quoi. On est dans un monde assez brutal, alors on s'y attend, et honnêtement, ça glisse comme sur les plumes. Non, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Plus on vous insulte comme ça, plus on vous injurie, plus vous vous dites bon, heureusement que j'ai rompu avec cela, quoi. S'ils sont capables dans leur profond... dans leur être profond, dire des trucs pareils, ils le diront sur tout, dans tous les cas, et c'est tant mieux. Mais il y a cela. Alors, Chantilly, non, il y a eu une enquête d'un journal, le Courrier Picard, et des journalistes qui sont venus faire des micros au trottoir, où les gens me connaissent et on dit s'il le fait, c'est qu'il y a réfléchi et qu'il y a pensé. Donc il n'y avait pas du tout d'opposition, plutôt une bienveillance très attachante. Et peut-être aussi à l'égard d'Emmanuel Macron dans votre fief. On est peut-être plus macroniste que LR. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous étiez, président de la Fédération LR de l'Oise. Oui. Vous avez 40 ans de cartes, alors RPR, UMP, LR, tous les acronymes, vous les avez mis sur... Vous avez eu tamponné, ancien secrétaire général de LR, un des gros états de service, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit... Il m'a dit, et bonne chance. Je ne vais pas demander son avis, parce que demander son avis à Nicolas Sarkozy, c'était aussi avoir son avis, au fond, sur ce qu'il voulait faire lui-même. Donc je n'ai pas voulu le mettre dans cette situation. Je l'ai simplement appelé amicalement avant de le rendre public. Bah, il m'a dit qu'il était mon ami et qu'il soutenait toujours ses amis, mais dans leur choix personnel. Je ne sais pas ce qu'il fera, je ne sais pas ce qu'il dira. Ça, c'est sa part de responsabilité, mais il était très amical. Il m'a dit que j'étais son ami. Que vous restiez son ami. Que je restais. Il m'a pas dit que je restais, il m'a dit que je l'étais. Évidemment, je reste. Et qu'il me soutenait personnellement. Pas qu'il soutenait nécessairement ma décision. Vous voyez, une petite différence. Et il s'exprimera, j'imagine, à un moment donné ou à un autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très amical, et c'est la relation que nous avons. Bref, il ne vous a pas engueulé pour dire les choses. Ah non, il ne m'a pas engueulé. Vous savez, on ne peut pas vous engueuler de réfléchir un peu et d'être libre à un moment donné dans sa manière de faire. D'ailleurs, Valérie Pécresse a créé un parti en dehors de LR qu'elle a appelé Libre, en disant « je suis libre de penser autrement ». Et j'entendais Jean-François Copé parler de moutons. Je n'ai pas bien compris son truc, mais les moutons, c'est des troupons, quoi. Il réagissait à votre transfert. Oui, sans doute, mais au fond, ça renvoie à la notion de troupeau. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas suivre aveuglement quelque chose qui, à la fois, dérive idéologiquement et sans doute va dans le mur en klaxonnant ou en klaxonnant pas, mais en ne cherchant pas à l'éviter. On l'a vécu d'une certaine façon avec François Fillon dans des conditions extrêmement différentes, mais on aurait pu faire autrement. À la fin, on aurait pu faire autrement, avoir un peu de courage et puis réagir devant cette actualité terrible qui nous amenait évidemment à l'échec. Et puis voilà, les gens se sont mis les mains devant. C'est pas possible. Et on peut pas assister une dérive idéologique de LR depuis ces 5 dernières années sans réagir. J'ai essayé de le faire de l'intérieur. Valérie Pécresse comme Xavier Bertrand ont fait le même diagnostic, sont partis de LR, ils l'ont dit de manière assez claire et nette, et sont revenus pour soutenir leur propre candidature. Inversement des courbes, moi je pars parce que l'élection présidentielle, c'est la cristallisation au moment de la vie politique, et à ce moment-là, il faut faire des choix. D'un autre côté, Emmanuel Macron, lui, avait évolué. Alors on va y revenir, parce que vous ne faites pas que partir, effectivement. Non, je ne fais pas que partir. Vous ne faites pas que partir, vous traversez la rue et vous allez chez Emmanuel Macron. Parce que... que vous aviez, pardon, il faut quand même le dire, parce que sinon les gens ne comprennent pas,
que vous aviez tapé sur lui à bras raccourcis, pardon pour l'expression. En 2018, vous aviez dit c'est l'ancien monde en pire. Je vous ai reçu ici à plusieurs reprises, Éric Woerth, et vous aviez critiqué de façon assez rude les choix budgétaires d'Emmanuel Macron tout au long du quinquennat. Alors, en même temps, vous étiez, on vous entendait, vous étiez critique à l'égard de votre parti, mais vous étiez très critique à l'égard d'Emmanuel Macron. Oui, c'est lui qui vous a... Ça s'appelle une évolution. Je ne renie en rien ce que je dis. Oui, mais pas depuis 2 ans. Pas depuis 2 ans. Les propos que vous citez sont souvent datés. Pas depuis 2 ans. Ce que j'ai vu durant la crise sanitaire... Comme on dit. Oui, mais alors prenez les boîtes à archives de Valérie ou de Xavier quand ils ont quitté LR. Ah, mais c'est pas parce que certains font quelque chose. Donc vous évoluez, et je trouve que globalement la crise sanitaire a été bien gérée. Au début, elle était compliquée. J'ai dû le dire d'ailleurs, comme à peu près tous mes amis. Mais maintenant, quand on regarde les choses de près, il a joué son rôle de président. Et je pense qu'il est entré dans les costumes d'un président de façon extrêmement puissante, et qu'il y a 2 personnes, au fond, qui ont l'expérience pour être président de la République dans des moments aussi troublés qu'aujourd'hui. C'est Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. L'un n'étant plus candidat, Emmanuel Macron, peut-être, je pense, un très bon candidat de 2e mandat. Je ne soutiens pas tout son premier mandat. Oui, un peu de. Moi, voilà. Il y a un premier mandat. Il y a un premier mandat. J'ai voté pour lui au 2e tour. Beaucoup de LR ne l'ont pas fait. J'ai voté pour lui au 1er tour. Et j'ai envie de dire, il y a un pari à faire sur l'avenir, qui est celui qui sera à la hauteur, et je pense qu'il sera, des défis gigantesques. Rarement président de la République ne sera élu avec de tels défis à réaliser. On va y venir. Mais donc vous aviez voté pour lui au 2e tour en 2017. C'était un débutant à l'époque, et vous dites, ben voilà, il est passé de débutant à homme expérimenté. Valérie Pécresse, elle, c'est une débutante ? Oui, comme présidente de la République, ce serait une débutante. Chacun y va avec son expérience, mais on l'a vu systématiquement. Souvent, les premières années de mandat, c'est compliqué parce que la Ve République est assez enivrante. La puissance d'un président vous tombe dessus. Vous devenez vertical, par principe. On a ce débat un peu ridicule sur la verticalité. La verticalité, c'est la Ve République. C'est l'homme et le peuple, quoi. Il y a un moment donné. Évidemment, il y a des corps intermédiaires. Évidemment, il y a des collectivités locales. Et tout ça doit fonctionner ensemble. Mais on attend d'un président qu'il décide. Et on attend d'un président qu'il fasse des choix qui soient pas nécessairement ceux qui améliorent sa courbe de popularité dans l'immédiat. Et je pense qu'un président de 2e mandat, on n'a pas encore essayé de cette façon-là. Un président de 2e mandat sur des mandats aussi brefs que 5 ans, on n'a pas sur des mandats de 5 ans, on l'a pas fait. Président de 2e mandat qui n'est pas en capacité de se représenter, qui est plus libre au fond de ses choix personnels, est un président qui peut être extraordinairement efficace. Et on n'a plus le temps. On a besoin de temps. On ne peut pas frénétiquement changer de président. S'il est mauvais, il vaut mieux le changer presque plus vite que ça. Mais si à un moment donné, il a fait la preuve de ses capacités à être président de la République et de sa profonde sincérité dans sa volonté de réforme, alors il faut donner un peu de temps. Qui, dans sa vie professionnelle, a construit quelque chose de profond en 5 ans ? Pas grand monde, quoi. Et ça ne suffit pas. C'est pas le temps français. Sinon, 5 ans, c'est une grande brutalité pour réformer. On va revenir sur les défis qui l'attendent. Et quand même une partie de son bilan. Mais vous l'avez vu, Emmanuel Macron, à plusieurs reprises. C'est lui, dans le fond, qui vous a... C'est lui le sergent recruteur, si on peut dire. Mais j'aime pas ces termes. C'est surtout mais non, mais j'aime pas parce que c'est faux. Enfin, tout ça est faux. C'est du gloubi-boulga. Mais parce que ça ne marche pas comme ça. C'est vous évoluez vous-même, vous rencontrez des gens. Eux-mêmes ont pas mal bougé, pas mal changé, pas mal été explosé, avez pris beaucoup de coups. Et au fond, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très loin de ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et chacun s'apprivoise. C'est pas un débauchage, il n'y a pas de traîtrise, il n'y a pas de débauchage, tout ça ne fonctionne pas. C'est un ralliement, mais l'un se rallie à l'autre. Alors évidemment, il y a une hiérarchie là-dedans. Ah bon, il s'est rallié à vous ? Évidemment, il y a un moment donné où vous n'êtes pas... Vous êtes une esclave, moi je ne suis pas un esclave, donc je ne suis pas en train de suivre parce qu'il y a des courbes de sondage ou je ne sais quoi, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'en réalité, il y a des gens qui se rencontrent, et puis ça marche. Donc vous l'avez rencontré, ça s'est plutôt bien passé. Quand est-ce que vous avez pris votre décision ? Elle date de quand ? Récemment, au mois de janvier. En janvier. Au mois de janvier, parce qu'on se laisse toujours un petit peu de temps. C'est pas un chemin facile à parcourir.
c'est beaucoup plus difficile que de dire, quand on était à ma place, je soutiens Valérie Pécresse, de faire de la langue de bois. Et en général, malheureusement, dans ces cas-là, ça se termine par de la gueule de bois. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a perdu et on ne comprend pas pourquoi. Donc il faut... Moi, j'ai pensé qu'il fallait réagir. Je n'attaque personne. Je ne dis pas à mes camarades qui soutiennent Valérie Pécresse qu'ils ont tort. Mais moi, je fais ce que je pense devoir faire pour le pays. D'accord. Alors, un mot des comptes publics. Quand même, parce que vous avez l'image de Père Larrigueur. Plus cette image de Père Larrigueur que de transgressif, d'ailleurs, ce que vous venez de faire. Je ne suis pas transgressif, de nature. Ben non, ben là, vous avez transgressé. Oui, ben oui, j'ai attendu longtemps. Oui, tout arrive. Oui. Père Larrigueur. C'est rassurant, d'ailleurs. Pardon ? C'est rassurant de dire que tout arrive, quel que soit votre âge. Ben, ça dépend. Ça dépend ce qui arrive quand même. La croissance et le chômage sont deux sujets de satisfaction. La France s'en sort plutôt bien après cette crise pandémique inédite et catastrophique. Les comptes publics, Éric Woerth, déficit 171 milliards. Vous connaissez mieux les chiffres que moi, vous pouvez me reprendre si je me trompe. Sécurité sociale, 25 milliards. Déficit commercial catastrophique, 59 milliards. La Cour des comptes, à l'instant, vient de dire, par la voix de son président, Pierre Moscovici, qu'il fallait faire des efforts sans précédent pour redresser la dépense public. Alors d'abord, notre point d'arrivée, est-ce que c'est la conséquence, et surtout la conséquence de la crise Covid ? Oui, essentiellement. Même si les dépenses hors crise ont continué à augmenter, je les ai moi-même mesurées, etc., ont augmenté, à mon avis, trop vite. Les dépenses de crise produisent ces chiffres-là. C'est d'ailleurs le même niveau d'endettement. C'est le même niveau d'endettement supplémentaire entre début de mandat et fin de mandat qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est exactement le même niveau d'endettement. Donc, j'ai jamais employé le terme de cramer la caisse. C'est le même niveau d'endettement. Donc, parce que oui, c'est la même augmentation d'endettement, la même augmentation de l'endettement. Donc, j'ai jamais employé l'expression de cramer la caisse parce qu'elle est fausse. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est fausse, parce que dans cette période de crise, quand il n'y a plus rien, il reste l'État. Même pour les collectivités locales, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles demandent des responsabilités, elles se retournent vers l'État en disant « rembourse-moi ». Donc il reste juste l'État, qui essaye de faire ce qu'il peut. Et l'État, ça a été un soutien aux entreprises, un soutien aux ménages, enfin vous savez tout cela. Et ça a coûté évidemment extrêmement cher. Nous avons voté, LR a voté tous les textes. C'est ça qui conduit à l'endettement majeur du pays. Par ailleurs, le pays, il est rentré dans la crise dans une posture fragile. Il n'avait pas résolu ses vieux démons, c'est-à-dire un déficit important, certes en baisse, mais plus important que les pays, la moyenne européenne, et avec un niveau d'augmentation de la dépense, certes en baisse aussi, la dépense évoluait moins vite qu'auparavant, mais elle évoluait quand même, à mon sens, trop vite. Donc tout ça doit être réglé autrement. La crise a été un énorme pavé dans la mare des finances publiques, énorme, gigantesque. Et maintenant dans la moyenne européenne quand même, à peu près dans la moyenne européenne, nous avons un endettement qui est fort et nous avons un niveau de dépenses publiques qui est trop élevé. Est-ce que c'est vrai que sans le quoi qu'il en coûte, les finances publiques seraient encore plus dégradées ? Vous savez, c'est les contre-exemples en fait. Oui, sans doute. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous soutenez les entreprises, elles repartent tout de suite. À partir du moment où vous faites du chômage partiel, ça veut dire que les contrats de travail existent. On l'avait reproché de ne pas avoir fait du chômage partiel pendant la crise sous Nicolas Sarkozy. Et donc, vous avez beaucoup de mal à redémarrer et c'est très, très lent. Nous avons rejoint le niveau de PIB, comme on dit, de richesse. Grosso modo, nous avons absorbé la crise de 2010 10 ans après. 10 ans après. Nous avons absorbé celle-là 2 ans après, ou 1 an et demi après. Après, on ne peut pas rester dans cet état-là. Alors, on ne peut pas rester dans cet état-là. Quelles sont les réformes structurelles qui font mal ou qui font pas mal qu'il faut faire ? Mais il y a plein de réformes à faire. C'est un faisceau de réformes. Donnez-nous les deux premières. D'abord, il faut évidemment aller au bout d'une réforme des retraites parce que c'est la première dépense publique. C'est plus que ça. C'est aussi de dire aux gens, et plein de sujets sur les EHPAD en ce moment, qui sont absolument humainement dramatiques. C'est aussi à un moment donné la réflexion sur ce que vous êtes, votre vieillissement, votre perte d'autonomie. La retraite, c'est un peu tout ça. Vous rentrez dans un âge, vous êtes en pleine forme quand vous êtes en retraite, souvent, et puis à un moment donné, évidemment, vous vieillissez. Donc c'est la réforme des retraites prioritaire. Oui, Marine Le Pen, qui sera sur prioritaire. LCI ce soir, dit 60 ans, mais 40 annuités.
Bah, ouais, c'est Mitterrand. Enfin, bon, moi, je veux bien, mais c'est Le Pen, c'est Mitterrand sur les retraites. Bah oui, 60 ans, c'est Mitterrand. Donc c'est évidemment une erreur fondamentale de diagnostic, mais elle ne connaît pas le sujet. Donc enfin, en tout cas, quand je l'avais reçu, que j'étais ministre de cela, je ne connaissais pas le sujet. Alors maintenant, elle a peut-être fait quelques progrès. Mais enfin, on voit bien que c'est du même niveau que le départ de l'euro qu'elle prônait il y a quelques années. Donc ça, elle est complètement, je pense, hors jeu là-dessus. Non, il faut être courageux. Il faut expliquer aux Français qui vont travailler plus longtemps. Il faut expliquer aux Français qu'on a aussi le volume d'heures de travail par habitant. Vous regardez tout ce qu'on produit, tout le monde, vous, moi et tous ceux qui nous regardent, et puis on divise par habitant. Du bébé à la personne extraordinairement âgée. Vous êtes 15% de moins que les Allemands, 30% de moins que les Anglais, même chose. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la richesse produite par habitant, on ne peut pas financer le modèle social français. On ne peut pas financer correctement notre modèle de solidarité. Et il ne peut pas être financé par la dette. On ne peut pas dépendre des marchés pour financer nos retraites. Donc nous devons continuer à réformer les retraites. Pas la réforme qu'avait faite Emmanuel Macron. Je m'y suis très, très opposé. On en a beaucoup parlé avec lui. Et une réforme plus simple, plus claire, sans doute juste. Évidemment, tout doit être juste. Mais la première des justices, c'est d'être intergénérationnel. C'est la justice entre les générations. Il vous a confirmé, la réforme à points, c'est terminé. Ce sera augmenter le temps de travail. Il s'exprimera sur son projet. C'est pas à moi mais je pense qu'il ne représentera pas la réforme telle qu'elle était présentée au Parlement il y a maintenant 2 ans. Juste un mot, parce que le temps passe. La question du pouvoir d'achat est centrale. Oui. Est-ce qu'il doit promettre, Emmanuel Macron, d'augmenter les salaires? Je ne sais pas comment le dire, mais le pouvoir d'achat, c'est une résultante. C'est la résultante de la santé de l'économie. Si l'économie va bien, les entreprises vont bien, tout le monde va bien, et on peut augmenter le pouvoir d'achat facilement. Donc il faut faire en sorte que l'économie aille durablement bien. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut que les Français puissent à un moment donné monter en compétences, gagner en compétences. Oui. On produit cher des produits de qualité moyenne de gamme. Bon, on ne peut pas s'en sortir, c'est pas la France. Les candidats qui défilent et qui disent moi je veux augmenter les salaires de 3%, le SMIC de 10%. Moi je ne suis pas socialiste. Je vois que beaucoup de candidats là-dessus. Valérie Pécresse non plus. Elle promet une augmentation sur 5 ans. Ces propositions sont des propositions socialistes. Bon, moi, je ne suis pas socialiste et je pense qu'au mauvais sens du terme, parce qu'il y a un bon sens du terme sur le mot socialiste, mais je ne suis pas socialiste au sens où l'État ne peut pas tout décider et l'économie se passe dans les entreprises et il y a une liberté, évidemment. Et vous ne pouvez pas, il y a déjà le SMIC, vous ne pouvez pas imposer aux chefs d'entreprise l'augmentation des salaires. Et d'ailleurs, aucun Français ne pense que ce sera possible. Vous avez de l'empathie pour ces Français qui ont donné un coup de rein, qui ont travaillé, qui espèrent avoir le fruit quand même de leurs efforts pendant la crise et qui se disent on est vraiment les dindons de la farce. Attendez. La crise, chacun a fait des efforts parce qu'il y avait une crise épidémique. Enfin, et on a fait des efforts pour l'autre, on a fait des efforts pour soi-même. Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu une augmentation des personnels de santé. C'est quand même assez incroyable que dans notre pays, on confie ceux qui nous sont les plus chers, nos parents, nos enfants, on les confie aux personnes qu'on paye le moins. Donc il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est à un moment donné de se demander, en dehors de la productivité du travail, productivité économique du travail, financière du travail, qu'il faut augmenter, il y a aussi l'utilité sociale. Et dans l'utilité sociale, ça veut dire qu'on doit augmenter un certain nombre de personnes dont l'utilité sociale est fondamentale. Mais ça veut dire que le pays, à ce moment-là, il doit être capable de le faire. Ça veut dire aussi d'avoir en tête que le monde, pas uniquement la France, le monde va être de plus en plus cher. Vous allez acheter votre économie, vous allez acheter votre énergie plus chère parce qu'on veut une planète plus propre et c'est normal. Et vous avez des murs le pouvoir d'achat est central. Et le pouvoir d'achat, il sera la résultante d'une politique d'éducation, d'une politique d'égalité des chances, d'une politique de compétitivité de l'économie. 3 questions encore, je vous demande d'être rapide. Est-ce que vous avez vendu votre soutien contre un plat de lentilles? J'aime pas les lentilles. Éric Woerth va à la soupe. Peut-être que vous aimez la soupe. Et cherche un bouclier judiciaire. Ça, c'est la phrase de Christian Jacob. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a beaucoup désolé qu'il emploie cela. On se connaît depuis longtemps. On peut ne pas être d'accord à ce moment-là. Les affaires judiciaires que je subis ou que j'ai subies, elles ont tout un lien avec les campagnes électorales. Elles ont tout un lien avec LR. Donc je vois. Bon, il y a quand même quelques limites à la décence. Mais bon, c'est son registre, c'est son vocabulaire, c'est le sien. Ça vous a blessé?
vous dites ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Oui, parce que c'est pas bien, mais il y a un effet panique. Enfin, on voit bien qu'il y a un effet panique autour de Valérie, et cet effet panique provoque de l'agressivité inutile. C'est ma dernière question. Vous l'avez reconnue, Valérie Pécresse, vous la connaissez bien. Oui. Vous l'avez reconnue au meeting au Zénith. Je pense qu'on n'est pas obligatoirement un bon orateur quand on devient président. C'est pas obligé. Enfin, donc c'est pas le sujet. Indulgent. Et je veux pas hurler avec les loups. Je l'ai jamais fait. Je pense quand même que les erreurs de forme veulent dire à un moment donné quelque chose sur le fond. Vous devez trouver en vous-même, même devant 10 000 ou 15 000 personnes, vous devez trouver en vous-même les accents de sincérité nécessaires et surtout le portage de votre propre projet. Une nouvelle France, ça ressemble à la nouvelle société, quoi. Jacques Chaban-Delmas, Chirac avait pris parti contre les gaullistes d'ailleurs. Donc moi je crois qu'un président de la République, il doit rendre collectivement les Français plus heureux. Il doit être court terme et moyen terme. Il doit voir loin, il doit voir près. Il doit s'occuper des affaires immédiates, mais il doit s'occuper aussi de la construction de la France de nos enfants. C'est ce que j'attends, c'est pas ce que j'ai entendu dimanche. Valérie Pécresse qui sera notre invitée demain, en direct de son QG d'ailleurs, à 8h30. Merci Éric Woerth d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Bonne journée.